essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Salut Francis. Salut Alex. Les actionnaires d'Alstom qui refusent un boni de 2 millions de dollars à l'ex-PDG. C'est quand même rare qu'on voit quelque chose comme ça, puis de plus en plus, les entreprises tentent même de goupiller ou de minimiser là, la possible contribution des actionnaires, surtout les petits actionnaires là, comme vous et moi qui détenons là, à peu près rien, mais qui ensemble, potentiellement, hein, si on se coordonne, peuvent représenter parfois plus de la moitié des droits de vote au sein d'une entreprise. Et donc, c'est le cas d'Alstom, effectivement, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec est investisseur, est actionnaire. Rappelons qu'Alstom a quand même mis la main là, sur une partie là, importante des activités. Une partie importante des activités d'Alstom est au Québec en raison de son acquisition là, des activités de bombardier de transport, là, donc tout ce qui est wagon, etc. Et donc, bref, ils avaient convenu avec l'ancien PDG de verser une prime, comme tu l'as bien dit, de 2 millions de dollars là, suite à son départ. Monsieur Henri Poupart-Lafarge, là, qui était donc aux commandes depuis de nombreuses années, a quand même procédé à veiller à ce que l'entreprise, au cours des 5 dernières années, perde près de 65% de sa valeur boursière. Là, on parle d'une entreprise qui, à une époque, valait pas loin de 20 milliards de dollars, qui aujourd'hui en vaut 7. Et donc, c'est quand même hallucinant là, de voir cet effondrement. Il voulait un boni. Il voulait... C'est toujours un peu la même chose, tu sais, on le sait bien, dans ces espèces de chambres d'écho de millionnaires, là, tout le monde se graisse un peu la patte, puis donc, tu sais, on n'est pas à 2 millions près, tu sais, c'est comme 2 millions, 3 millions, rendu là, tu sais, on ajuste au million près. Ben oui. Et donc, ceux et celles qui proposaient ce versement de ces primes, c'était pour s'assurer que M. Poupart-Lafarge coopère dans le cadre de litiges là, qui sont toujours en cours contre Alstom, litiges dont il est responsable, hein, on devine. Et donc, c'est un peu particulier, tu sais, évidemment, Alex, si tu fais quelque chose, mettons, criminel ou pour lequel je te poursuis, dois-je te rémunérer pour m'assurer que tu participes à régler la patente? Je sais pas, il y a une question de réputation, une question d'ego là-dedans qui est un peu particulier. Puis je ne sais pas, évidemment, combien il a empoché là, dans les dernières années, alors qu'il procédait à cette espèce d'effondrement de la valeur de l'action, mais ça revient aussi au débat qu'on a régulièrement sur la bonification, par exemple chez Investissement Québec, chez Post Canada, bon, des sociétés, elles, publiques, mais qui sont des sociétés qui sous-performent significativement et où on verse quand même des centaines de milliers, voire des millions de dollars de primes. J'ai toujours un profond malaise. Et donc là, évidemment, encore une fois, de voir la Caisse de dépôt et placement qui joue son jeu, là, évidemment, de gestionnaire d'actifs, mais de l'avoir endosser, puis même promouvoir, puis être défait face à des petits actionnaires qui veillent à la valeur de ce qu'ils ont dans leur poche, c'est quand même un symbole qui est fort, là, je vais l'avouer. Mais le compte du ridicule pour les bonnies, cette semaine, c'est vraiment, vraiment Post Canada. Sincèrement, là, imaginez ça dans le privé, là. Une société là, qui perd là, 1 milliard à chaque année, là, c'est tout croche, puis tu sais... Puis après ça, le réflexe qu'on a, c'est de dire, hey, oui, nos dirigeants, hey, écoute, ils méritent, hey, on va leur donner, là. C'est quoi, c'est 30 millions qui se partagent autour de ça? Hey, on va leur donner 30 millions. Puis à part ça, c'est parce que c'est toi, moi, c'est tout le monde qui payons pour ces gens-là qui ne méritent pas une Christine de boni. Je sais pas s'il le mérite ou pas, puis c'est toujours mais Alex, encore une fois, l'enjeu de cette bonification chez Post Canada, chez Investissement Québec, dans toutes ces sociétés publiques et parapubliques, c'est qu'en fait, on dissimule la rémunération réelle. Si je te dis, Alex, là, que tu es un bon exécutif, tu es un vice-président, je pense que tu vaux 200 000 $ sur le marché, on va faire un contrat, puis je vais te verser 200 000 $. Ce qu'on fait dans ces sociétés-là, souvent, là, puis là, je donne un exemple désincarné. Mais on t'a quand même enregistré pour mes patrons, juste pour être sûr. Regarde, un économiste. Ce que je veux dire, Alex, c'est imaginons, encore une fois, je vise personne en particulier, mais fait qu'on va dire ton salaire, Alex, ça va être 125 000 $. Alors, j'aimais mieux 200. Oui, mais t'es comme certain d'avoir 75 000 de bonus. Mais dans les faits, ton salaire, puis ce que je vais dire à l'État, puis ce que je vais mettre dans mes chiffres, puis c'est que tu as un salaire de 125 000, ce qui va être moins rageant. Et donc, encore une fois, ces gens-là qui procèdent, évidemment, qui pilotent des entreprises qui sont
complètement dysfonctionnels, qui perdent, comme tu dis, des milliards de dollars, et qu'on vienne leur donner des bonus. Ah, ben c'est parce que tu t'es pointé au travail 3 jours dans la semaine, ou parce que tu avais un objectif d'être de bonne humeur. C'est comme Simonac. Ben, si tu veux payer quelqu'un un gros salaire, dis-le, puis mets ça dans le contrat. Mais arrête de faire miroiter que ces gens-là ont atteint quelque cible que ce soit, alors que, je sais pas, ce Canada, je n'en ai parlé plus tôt cette semaine. Je veux dire, c'est pas juste une question de Bon, ils ont fait la perte d'1 milliard. Les VP qui sont là, puis le PDG il est en partie responsable de ça, mais cette entreprise, elle est moribonde depuis des décennies. Mais ce qui est un peu particulier, c'est que le syndicat est en tabarnak. Je veux dire, la clientèle est pas contente. Je veux dire, y a-tu une chose qui va bien? Tu sais, c'est pas comme... Il y a pas comme d'autres indicateurs du point de vue externe qui peuvent justifier telle bonification. Et ce qui est pire encore, Alex, c'est qu'il y a derrière tout ça un conseil d'administration composé de gens qui sont payés, dans certains cas, des centaines de milliers de dollars pour veiller à ce que la rémunération soit bien faite. Il y a un comité RH du CA composé d'experts en ressources humaines qui dit « Ah oui, voici les bonus que... » Ces gens-là sont payés pour prendre ces décisions-là. Ils doivent rendre des comptes, ces gens-là. Et donc, je pose toujours la question, parce que la gouvernance, qui est un sujet, un petit peu abstrait, mais quand même m'intéresse, comment se fait-il que ces gens-là aient été nommés comme administrateurs de ces sociétés-là s'ils abdiquent, finalement, de faire leur job? Et il y a plein d'autres exemples récents dans l'histoire des sociétés publiques et parapubliques, où carrément les vérificateurs, les comptables internes ont dit ceci est illégal, et le CA a continué de verser des primes à la signature, des bonus. Donc, tu sais, si t'es pas pour faire ce qui est, ce qui est ton devoir à un moment donné, et que t'es rémunéré, qui plus est, moi, à un moment donné, j'abdique. Puis c'est là où je pense que l'État, le gouvernement, les élus québécois, canadiens devraient se pencher sur ces sociétés-là. Et Alstom n'est que le dernier. Je veux dire, verser 2 millions de dollars à un dude qui est payé des millions de dollars depuis une décennie pour faire sa job puis répondre aux questions dont il est le responsable. Je sais pas, il y a comme une limite, il me semble, à l'indécence. Non? Faut comprendre aussi que, en tout cas, dans mon esprit, il y a plusieurs de ces grandes sociétés de la couronne-là qui, si elles étaient des sociétés privées auraient fait faillite. Bien non, sûr. mais tu sais, de la façon que c'est géré, oubliez ça. Là. Si ces entités-là étaient dans le privé, là, ça ferait longtemps que on aurait remis le bilan et la clé Puis sous la je vais porte. revenir sur Alstom. On dit, c'est parce qu'on a découvert des choses dans le portefeuille de Bombardier là, qui étaient dissimulées ou je ne sais trop quoi, des commandes. Ouais. Mais comme t'es le PDG, genre sérieusement, t'es payé pour poser des questions, pour faire ta vérification diligente. C'est ta seule job quand tu fais une acquisition. Puis tu sais, il a pas acheté un dépanneur, là, il a acheté Bombardier, là, tu comprends? T'aurais pu embaucher, t'aurais dû savoir que le portefeuille était mal foutu, qu'il y avait des... Genre, et donc, tu sais, ce gars-là, on devrait lui réclamer 2 millions de dollars au lieu de lui verser, et donc, tant mieux pour les petits actionnaires qui ont eu le culot de dire à ces espèces de grands gestionnaires d'actifs que assez, c'est assez. Puis j'ose espérer que ça va faire école, ce cas-là, parce que c'est trop peu souvent qu'on voit des dossiers comme celui-là où le petit investisseur est protégé au détriment des plus grands. Un petit mot sur le paradoxe des vacances de la construction. Ben écoute, c'est le début des vacances. Joyeuses vacances à tous ceux et celles qui débutent ça. D'ailleurs, probablement certains, je voyais un gars avec 2 jet skis sur son trailer. Il s'en allait pas sur un chantier là, ce matin. À moins qu'il allait peut-être clouer 3-4 clous avant de partir. Mais bref, bonnes vacances à tous ceux et celles qui le débutent. Je trouve juste ça quand même intéressant, les vacances de la construction. On est une des seules juridictions au monde à faire ça, soit dit en passant. Il n'y a pas ça dans les autres provinces canadiennes, il n'y a pas ça aux États-Unis, il n'y a pas ça en Europe. Les vacances de la construction au Québec, c'est vraiment une bébite très, très bizarre. Il y a 2 choses, petit paradoxe. Donc, d'un côté, évidemment, on a choisi une partie de la raison pour laquelle on a mis ça en place. C'est sûr que quand tout le monde prend ses vacances n'importe quand, ben là, pour avancer le chantier, t'as pas ton carreleur, t'as pas ton maçon, t'as pas ton bricoleur. Et donc là, c'était toujours arrêté. Puis là, t'attendais que le gars revienne, mais là, l'autre était parti. Je dis les gars, c'est 96% des hommes. Il y a aussi quelques femmes dans l'industrie. Et donc, il y a de plus en plus. Il y a un gain d'efficacité à prendre ça tous en même temps. Puis ça, c'est donc bon pour l'industrie de la construction. En même temps, ce qui est un peu bizarre, c'est que tout le monde prend ses vacances en même temps, et donc l'offre et la demande. Qu'est-ce que tu penses qui se passe avec les terrains de camping, avec les hôtels, avec tout... Mais c'est fou, tu sais, c'est tellement inefficace, les vacances de la construction. Mais ça, on pourrait l'appliquer à tous ceux et celles qui prennent des vacances l'été, dans le fond. Oui, mais tu comprends que l'été, ça dure 2-3 mois, tu sais, je veux dire. Puis dans les faits, moi, je vous ferai remarquer, là, puis c'est un peu opportuniste, mais je prends mes vacances en septembre, puis j'avoue qu'il n'y a jamais un chat d'un terrain de camping. Puis les prix sont moins chers. Les prix sont beaucoup moins
cher. ça s'applique Si aux vous avez le vacances. luxe de prendre vos vacances en dehors des périodes, entre guillemets, de pointe, c'est sûr que ça va vous coûter une fraction du prix. Là, c'est comme... je les plains presque un peu, les gars de la construction. Tu sais, c'est comme... Ben, tu sais, encore une fois, bravo, puis tant mieux pour les vacances. Mais ça va vous coûter tellement plus cher de les prendre dans les 2 prochaines semaines que si vous les preniez à la mi-août ou le 15 juin. Et donc, encore une fois, c'est ce paradoxe, comme je l'ai dit, pour une efficacité sur les chantiers et dans l'avancement des projets. On crée une immense inefficacité de marché où on pousse. Puis tu sais, là, évidemment, si t'es conjointe d'une personne de la construction, tu prends tes vacances en même temps. Donc, c'est pas juste les gens de la construction, dans les faits, qui sont en vacances. C'est comme, je pense, le quart de la population québécoise qui tombe en vacances Tu aujourd'hui. nous parlais de toute façon de staycation cette semaine, de rester à la maison. Restez à la maison, allez aux eaux de Granby, allez aux Zoukari avec vos enfants. C'est ça mon plan, moi, personnellement. Merci Francis, on Ça fait t'écoute à plaisir. midi avec